Les podcasts du musée de Cluny. Sans les yeux. Sans les yeux est un podcast de médiation de l'art à l'initiative du musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge. Cette série donne la parole à des artisans et artistes et les invite à s'exprimer sur une œuvre de leur choix, extraite de la collection du musée. Épisode 4, Anaïs Leca, l'enluminure, faire vibrer les couleurs. Illuminare est un terme latin qui signifie éclairer, illuminer. Il a donné le mot enluminer, c'est-à-dire rendre lumineux, peindre de couleurs vives. Au Moyen-Âge, le livre est un objet rare et particulièrement précieux. Il est écrit à la main par des copistes, sur du parchemin ou sur du papier. Le XVe siècle a été marqué par le développement d'une dévotion privée et d'une plus grande individualité de la pratique religieuse, ce qui eut notamment pour conséquence l'essor d'un ouvrage spécifique, le livre d'heures. Le livre d'heures est un livre de prière dont les fidèles se servaient quotidiennement. Il rassemble des textes liturgiques ou des oraisons spécifiques qui peuvent être plus ou moins illustrés. On parle d'enluminure, de feuillets peints. Parmi ces collections, le musée de Cluny compte 80 livres et feuillets enluminés de qualité exceptionnelle. Détaché d'un livre d'heures et peint sur parchemin, l'un de ces feuillets est particulièrement remarquable. Il a été réalisé dans un atelier flamand autour de 1450-1455 et mesure 18 cm de haut et 15 cm de large. En son centre, une vignette rectangulaire aux couleurs vives et de petite taille. Cette miniature représente une Assomption de la Vierge, entourée, sur ses 4 côtés, de larges marges, ornées de feuillages et de rinceaux. L'intensité des couleurs profondément saturées, en particulier le fond bleu vif de la vignette centrale, saisissent le regard. Pour en parler, Sans les yeux est à Angers, à l'ISEM, l'Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit, où nous rencontrons Anaïs Leca. Je m'appelle Anaïs Leca, je suis enlumineresse à l'Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit à Angers. C'est la seule école en Europe en fait qui transmet l'apprentissage de l'enluminure. Actuellement, on est dans une salle d'atelier du premier étage, donc on est vraiment sur des plans de travail, entouré d'étagères remplies de tous les matériaux dont on aurait besoin. On voit des plumes, on voit de la gomme sandarac, la gomme arabique, tout ce qui nous servirait à pratiquer l'enluminure, la dorure, la calligraphie. Parmi les collections du musée de Cluny, j'ai choisi un feuillet tiré d'un livre d'heures qui représente l'Assomption de la Vierge. J'ai choisi cette œuvre grâce à la lumière, grâce aux pigments qui ont été utilisés. Tout de suite, les couleurs employées m'ont attirée. Un feuillet enluminé, c'est une page d'un manuscrit qui a reçu une enluminure, mais c'est un décor qui accompagne le texte. Mais pour ce feuillet-là en particulier, c'est une pleine page enluminée, c'est-à-dire que c'est une page qui n'a que du décor, pas de texte. Il faut savoir que ce feuillet n'est pas au format original, l'enluminure a été rognée des 4 côtés. Ce feuillet se compose en 2 parties. La partie centrale qui est la miniature qui représente l'Assomption à proprement dite, et la deuxième partie est les marges décoratives qui encadrent la miniature. C'est une miniature de forme rectangulaire qui se trouve au milieu du feuillet, et en son centre même se trouve la Vierge, l'élément le plus important. Elle a les yeux ouverts, elle est représentée debout, les mains jointes en prière. Elle a les traits d'une jeune femme, elle a le teint porcelaine, de longs cheveux blonds qui scintillent, et elle est vêtue de manière extrêmement somptueuse. Elle a une robe qui est d'un bleu profond qui nous fait penser au bleu du lapis-lazuli, légèrement relevée en bas, ce qui nous permet de découvrir la robe du dessous, qui là est de couleur or. Ce qui pour moi fait la singularité de ce feuillet, c'est ce bleu associé à Marie et au fond céleste. La robe est également brodée de motifs dorés, et pour terminer sa tenue,
Elle a sur les épaules un manteau rouge dont le revers est vert. Autour de la Vierge, il y a 7 anges qui la portent vers les cieux. Là, ils sont de petite taille, ils ont le visage très rond et ils reprennent un petit peu les mêmes codes esthétiques que la Vierge, c'est-à-dire qu'ils ont le teint vraiment blanc, ils ont les cheveux plutôt blonds et leurs cheveux forment 2 masses bouclées autour de leur visage. Les ailes des anges sont très colorées, le Moyen-Âge aime la couleur. L'intérieur des ailes ont des bandes de couleur horizontales. Tous ces personnages sont représentés sur un fond bleu foncé, rehaussé de filets d'or. Et ça donne un effet foisonnant à la miniature. L'une des choses qui m'émerveille le plus, c'est le raffinement. Quand on se rapproche pour regarder de plus près les détails, on voit un raffinement notamment au niveau du manteau qui est travaillé très délicatement au niveau des drapés. Et par-dessus, il y a toute la broderie faite en or minéral. Et cet or minéral, on le retrouve dans toute l'enluminure, ce qui lui donne beaucoup de richesse. La deuxième partie de ce feuillet est composée des marges. Ce sont des marges décoratives typiques des enluminures du XVe. Ce sont des marges extrêmement fournies et le principal élément qui compose ces marges, ce sont des feuilles d'acanthe. Il y a un côté vraiment végétal. Elles s'enchevêtrent entre elles, elles s'enroulent sur elles-mêmes, elles se croisent, ça fait un motif d'arabesque tout autour de la miniature. Elles sont assez imposantes et elles permettent dans les interstices d'insérer d'autres petits décors comme des besants, c'est-à-dire des petits ronds qui sont souvent en or, ou des feuilles de vigne, des petits filets d'encre aussi. Mais après, si je regarde attentivement la miniature, j'entends le bruissement des feuilles. Il y a 4 couleurs qui ressortent parmi ces feuilles d'acanthe. On a la couleur qui est représentée par l'or, un bleu qui, sans être certainement du lapis lazuli, s'en rapproche fortement et fait écho au fond de la miniature, un vert assez profond et un beige, ce qui donne des couleurs pour la plupart assez puissantes. Il est certain pour l'enlumineur de l'époque qu'il a une bonne connaissance et une bonne dextérité de la palette, de la maîtrise des pigments. Et il y a également 2 anges qui sont cachés parmi les feuilles d'acanthe, un sur la marge de gauche et le second sur la marge de droite. Ils sont en regard l'un et l'autre. Il y a un ange en particulier qui tient un petit orgue portatif et qui est vraiment en lien avec l'Assomption. Tandis que l'autre ange, c'est l'une des particularités de ce feuillet, a été rajouté. Il y a toute la marge de droite qui a été rajoutée, certainement suite à une dégradation du feuillet principal. C'est un rajout qui vient du même manuscrit. On garde la même palette de couleurs, la même présentation. Ces marges sont dites habitées parce qu'elles peuvent foisonner de vie. Il y a différents types d'or qui sont utilisés sur ce feuillet. En premier, les feuilles d'or. Il faut imaginer qu'en fait, c'est un petit rectangle extrêmement fin qui est de l'or pur. Donc le résultat est absolument somptueux, c'est de l'or qui scintille, qui réfléchit la lumière. Et il y a un second type d'or qui est employé dans ce feuillet, c'est de l'or en coquille. C'est-à-dire, souvent, après l'utilisation des feuilles d'or, il reste comme des petites miettes de feuilles qui sont rassemblées, mélangées avec de la gomme arabique et ça forme comme une sorte de peinture. Et cet or-là va être appliqué sur tout ce qui est drapé, réau, sur les feuilles d'acanthe ou même le nimbe de la Vierge. Et cet or aux coquilles n'a pas la même lumière, mais est tout aussi raffiné que la feuille d'or. Les outils traditionnels de l'enlumineur sont généralement la plume, de préférence l'oie souvent, qui est à la fois utile pour la calligraphie, mais également utile pour le dessin sur le parchemin. Et bien entendu, les pinceaux.
des pinceaux de différents poils d'animaux. Le principal support au Moyen-Âge reste le parchemin, c'est-à-dire une peau de bête. Traditionnellement, tout ce qui est chèvre, bœuf, pour les parchemins, les livres les plus communs. Le parchemin, il a deux côtés, le côté fleur ou côté poil, c'est un synonyme, qui est le côté où on devine les grains de la peau. Ce côté-là est naturellement un peu plus imperméable. C'est pour ça qu'il va falloir bien le dégraisser pour que la peinture adhère. Tandis que l'autre côté, c'est le côté chair, et ce côté-là est beaucoup plus poreux, donc le pigment va mieux s'introduire dans la peau. Et sur une même peau, le côté fleur et le côté chair n'auront pas la même couleur parfois. Et ça, c'est très intéressant car des fois, on utilise le pigment en transparence, donc c'est-à-dire qu'on aura également la lumière du support qui va venir changer la lumière du pigment. Il faut imaginer que le pigment, en fait, c'est la poudre. La couleur est sous forme de poudre et il faut le mélanger à un liant pour qu'il puisse coller sur le support. Et le liant principal du Moyen-Âge, c'est la détrempe. C'est un mélange de 3 ingrédients. La gomme arabique qui est issue de la sève d'acacia, le blanc d'œuf et du miel. C'est grâce au mélange de ces 3 ingrédients que le pigment va se lier, va devenir une peinture et va pouvoir se maintenir sur le parchemin. L'art de l'enluminure s'est perdu pendant très longtemps, mais on est encore très loin de la pratique qui pouvait se faire au Moyen-Âge. Et c'est ce que certains enlumineurs, dont je fais partie, essayent de retrouver. Donc la grande question, c'est comment ils faisaient. J'ai choisi de refaire un détail de la marge, plus précisément des feuilles d'acanthe, de différentes couleurs pour pouvoir reproduire le côté chatoyant, le côté lumineux de ces couleurs. Avant de peindre sur parchemin, l'enlumineur doit préparer son support. Il faut que le parchemin puisse accrocher, pour ainsi dire, la peinture. Pour cela, il va utiliser un mélange qui s'appelle de la ponce-soie, qui est un mélange de pierre ponce finement broyée et d'os de sèche, qui va avoir pour objectif de retirer les dernières impuretés du parchemin et également de le dégraisser. On pose un petit peu de poudre de ponce-soie sur le parchemin et à l'aide d'une autre chute de parchemin, je vais venir frotter délicatement en faisant des cercles toute la partie du parchemin que je souhaite utiliser. Une fois que ce parchemin est prêt, l'enlumineur soit dessine à main levée le dessin ou, comme dans la majorité des cas, va le reporter grâce à une technique de calque à l'aide d'un plioir, un outil qu'il pouvait également avoir à l'époque. Là, c'est un plioir en os et il va servir à faire la pression sur le calque et permettre au graphite, au crayon, de se transférer sur le support. Maintenant que le dessin est reporté sur parchemin, je vais pouvoir préparer les pigments. Le pigment, vraiment, c'est la couleur sèche. À l'aide d'un couteau à peindre, j'en ai prélevé une petite portion que j'ai appliquée sur une plaque de faïence qui va me servir pour broyer le pigment avec la détrempe. Et à l'aide d'une petite molette, je vais mélanger la détrempe au pigment. On appelle cette partie le broyage. Mais de toute façon, un pigment préparé n'est jamais perdu sur plaque. Là, il est préparé. Il va sécher. Je pourrais le réactiver avec de l'eau. Il retrouvera sa consistance
c'est-à-dire une consistance plutôt onctueuse, fluide et surtout sans grain. Et là, il est prêt à coller sur le support. Là, mon pigment est prêt et je peux déjà poser mes premières couches de pigment bleu pour la feuille d'acanthe. Généralement, les premières couches sont très légères. Je vais poser successivement plusieurs couches de bleu et au bout d'un moment, j'aurai atteint l'intensité de couleur que je souhaite pour reproduire la feuille d'acanthe. Le plus important, c'est de bien laisser sécher entre chaque couche. Je cherche à obtenir deux choses. Tout d'abord, à m'approcher de l'intensité de la couleur par rapport au feuillet du musée de Cluny. Et j'essaye, en posant cette deuxième couche, d'atténuer mes traits de pinceau. Là, je vais poser les premières couches de vert. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps de faire de l'enluminure. À présent, les ombres sont posées sur les feuilles d'acanthe. Il me reste à faire la dernière étape qui est la mise en lumière, poser les réaux. Ce peut être des réaux en or ou des réaux de lumière blanche. La lumière est très importante pour l'enluminure. À l'aide du pinceau et d'un substitut d'or minéral, je vais poser un filet qui va symboliser la lumière. J'aimerais terminer sur l'idée que le musée de Cluny possède deux autres feuillets enluminés issus du même manuscrit. Ce feuillet, même si on le reproduit, il aura toujours des secrets de fabrication, des secrets sur où est le reste du manuscrit par exemple, et surtout, qu'est-ce qu'il y avait au regard de cette page. Et ça, c'est absolument fascinant. Sans les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 4. Et un merci tout particulier à Anaïs Leca. Vous pouvez suivre l'actualité de l'ISEM sur Facebook et sur son site internet www.isem.fr. Et puis bien sûr, préparez-vous à venir découvrir les manuscrits du musée de Cluny dès sa réouverture en 2022. D'ici là, Sans les yeux continue. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du musée pour être informé de la sortie prochaine de l'épisode 5. Direction éditoriale et écriture, Anne-Sophie Grassin. Narration, prise de son, montage son et mixage, Antoine Daron.